Mon mari m'a quitté pour ma cousine, en disant qu'elle était plus amusante. Alors, je me suis pointé à leur mariage pour tout gâcher. Mon alliance a vécu dans une petite coupelle près de mon évier de cuisine bien plus longtemps qu'elle ne le méritait, juste là, à côté d'une éponge usée et d'une bouteille de savon générique à moitié vide, comme si c'était un autre objet encombrant dont j'oubliais sans cesse de m'occuper. Et chaque fois que je me lavais les mains, je sentais ce petit coup de poing dans la poitrine qui disait très clairement que ma vie avait complètement déraillé du scénario prévu. Et je ne savais toujours pas quoi faire de ça. Je me disais que je la déplacerais demain, que je la mettrais enfin dans un tiroir, ou que je la vendrais, ou que je la jetterais dans une rivière ou peu importe ce que font les gens dans les films. Mais ensuite, je faisais du café, j'allais au travail, je répondais à des emails, je fixais mon téléphone, et soudain il était minuit et la bague était toujours là, brillant vers moi comme une mauvaise blague. Je m'appelle Kendra, et je me suis marié à 23 ans, ce qui semblait très adulte à l'époque, et qui donne maintenant l'impression que j'étais une enfant déguisée en femme adulte dans une robe chère que je ne pouvais pas me permettre. J'étais avec mon petit ami de l'université depuis 3 ans et tout le monde autour de nous n'arrêtait pas de faire ce truc où il sourit trop largement et demande sur ce ton faussement décontracté quand est-ce qu'on va enfin officialiser les choses, comme si l'amour avait une date limite et que mon utérus avait une date de péremption tamponnée dessus. Nous n'étions ni riches, ni glamour, ni rien de tout ça. Nous étions juste 2 personnes normales dans une ville américaine de taille moyenne. Comptant nos chèques de paie et prétendant que partager les factures signifiait que nous étions prêts à partager une vie. Il travaillait dans la vente pour une entreprise locale qui faisait quelque chose d'ennuyeux avec des équipements. Et je travaillais comme assistante administrative dans une clinique médicale qui sentait toujours le désinfectant et le café brûlé. Au début, honnêtement, c'était bien. Je ne vais pas mentir et réécrire le passé comme si rien n'avait jamais été bien entre nous, parce que ce serait trop facile et aussi faux. Notre appartement était minuscule et les murs étaient fins, mais on sentait que c'était le nôtre. Et j'avais l'habitude de m'endormir avec son bras passé autour de ma taille, en pensant, c'est ça. C'est ce sentiment que tout le monde poste sur cette application de réseau social avec les filtres mignons et la fausse perfection. Nous avons eu une lune de miel à petit budget où nous avons conduit jusqu'à une petite ville avec un lac et séjourné dans une location qui avait des décorations de mauvais goût et un lit qui grinçait chaque fois que nous respirions. Et je me souviens m'être senti bêtement heureuse juste à cuisiner des pâtes avec lui dans une cuisine d'emprunt. Il portait nos sacs. Il ouvrait les portes. Il faisait des blagues stupides qui n'étaient même pas drôles. Et je gobais tout ça parce que je pensais que c'était à ça que ressemblait un partenariat. Les premiers mois de mariage ont été ce flou de listes de courses partagées, d'émissions tardives sur le canapé, et de lui laissant ses chaussettes exactement là où je trébucherais dessus. Et je continuais de me dire que cette routine désordonnée et ordinaire était exactement ce que je voulais. Nous ne nous disputions pas beaucoup, et quand nous le faisions, c'était le genre de dispute qui se termine avec les 2 personnes s'excusant autour d'un plat à emporter assises par terre. Donc, j'ai pris ça comme un signe que nous étions solides. S'il y avait des fissures, je ne les voyais pas. Ou peut-être que je ne voulais tout simplement pas les voir parce que j'avais déjà imprimé les photos, posté les légendes et laissé les gens me féliciter d'avoir trouvé ma moitié. Et c'est très difficile d'admettre à voix haute qu'on a peut-être mal choisi quand l'encre de votre album de mariage est encore en train de sécher. Dans ces premiers mois, nos problèmes étaient petits d'une manière qui semble presque mignonne quand on en parle plus tard. Le genre de truc dont on se plaint aux amis mais qu'on est secrètement heureux d'avoir. Comme se disputer pour savoir quel resto bon marché était notre resto, ou qui était le pire pour se rappeler de descendre les poubelles le bonsoir pour ne pas recevoir une autre note passive-agressive de la gestion de l'immeuble. J'ai appris le rythme de ses ronflements et la façon dont il parlait parfois dans son sommeil de tableur et de délai, ce qui aurait dû être mon premier signe qu'il prenait le travail bien plus au sérieux qu'il ne prenait le repos. Mais à l'époque, je pensais juste que c'était drôle et je lui racontais ça au petit déjeuner pendant qu'il faisait de mauvaises blagues sur le fait de rêver enfin d'autre chose que de mon visage. Le week-end, nous nous promenions dans notre quartier comme s'il nous appartenait. Même si nous n'étions que 2 personnes partageant le loyer d'un endroit aux murs fins et aux voisins bruyants, pointant du doigt des maisons que nous ne pourrions jamais nous permettre et disant des choses bêtes comme « celles qu'on achètera si jamais on gagne au loto ». Même si aucun de nous n'achetait réellement de billets. Sa mère appelait parfois pour demander s'il mangeait bien et si je prenais soin de lui, comme s'il était un adolescent qui venait d'emménager dans un dortoir au lieu d'un homme adulte avec une femme qui avait aussi un travail à temps plein. Et je riais et disais oui, parce que je pensais que c'était juste comme ça que sont les mères, un peu envahissantes et dramatiques. En y repensant, il y avait de minuscules éclairs même à l'époque, comme la façon dont il levait les yeux au ciel quand je mentionnais être fatigué par le travail et disait qu'il était épuisé, lui aussi. Mais ensuite,
il listait toutes les raisons pour lesquelles son épuisement était plus important, ou la façon dont il se pavanait un peu quand mes proches disaient qu'il était une bonne prise lors des dîners de famille. Mais à l'époque, j'ai classé ces choses sous la rubrique des défis normaux du mariage et je suis passé à autre chose. Je voulais tellement que notre histoire soit l'opposé des relations désordonnées que j'avais vues en grandissant que je traitais tout inconfort comme une tâche que je devais juste frotter plus fort, en souriant plus grand, en m'adaptant plus. Comme si je pouvais garder tout propre, doué sur si j'essayais juste assez fort. Et pendant un moment, j'ai cru que ça marchait. Tout est resté dans ce joli petit cadre photo pendant moins d'1 an. Et puis ma famille a décidé de le briser pour moi. Même s'ils diraient que c'était tout au nom de l'unité et de la tradition et de tous ces mots nobles que les gens utilisent quand ils veulent que vous fassiez quelque chose qui va vous faire du mal. Ma famille élargie est obsédée par les rassemblements comme les grandes réunions bruyantes où tout le monde apporte un plat qui est soit pas assez assaisonné, soit agressivement salé. Les enfants courent partout et un oncle dira certainement quelque chose de politiquement incorrect avant le dessert. Cette année-là, mon oncle a suggéré une longue retraite le week-end à la montagne dans cette maison de location à quelques heures de la ville. Et bien sûr, ma mère a adoré l'idée immédiatement parce que les liens familiaux guérissent apparemment tout, de l'anxiété aux factures impayées, dans sa tête. J'étais tiède à ce sujet, mais mon mari était étonnamment excité, disant que ce serait bien de vraiment apprendre à connaître tout le monde, ce qui semblait doux à l'époque, et qui maintenant me donne juste envie de lever les yeux au ciel jusque dans une autre dimension. Il y avait une autre chose qui compliquait le voyage. Ma grand-mère, dont je suis très proche, avait fait une mauvaise chute quelques semaines auparavant et bougeait encore lentement, ayant besoin d'aide pour les escaliers, les douches et à peu près tout. C'est moi qui l'emmenais au rendez-vous et l'aidais à trier ses pilules. Pas parce que quelqu'un m'y forçait, mais parce que tous les autres avaient toujours une raison d'être trop occupés, et je ne supportais pas l'idée qu'elle lutte seule. Donc, quand nous sommes arrivés à la maison dans les montagnes avec son long escalier vers l'étage principal et les portes de salle de bain qui coinçaient quand on essayait de les fermer, il était évident que quelqu'un devrait rester près d'elle la plupart du temps. Et bien sûr, ce quelqu'un c'était moi, pendant que tous les autres se dispersaient entre la terrasse, la salle de jeu et le brasero. J'ai passé la majeure partie de ce week-end à compter les pas de ma grand-mère et à faire semblant de ne pas regretter de rater le plaisir. Je l'aidais à descendre à la table à manger. Je réchauffais sa nourriture. Je restais assise avec elle quand elle était fatiguée et voulait aller s'allonger. Et honnêtement, je ne lui en voulais pas tant que ça, car elle a toujours été l'une des rares personnes de ma famille à me voir comme plus que simplement la responsable qui se débrouillera. Elle me serrait la main et me disait qu'elle était désolée que je sois coincé avec la corvée ennuyeuse pendant que les autres jouaient aux cartes et prenaient des selfies près des arbres. Et je n'arrêtais pas de lui dire que c'était bon, qu'on aurait notre propre petite retraite sur le canapé avec sa couverture et la chaîne de vieux films. Mon mari, pendant ce temps, s'est glissé au centre de la scène sociale comme si elle avait été faite pour lui. C'est le genre de personne qui rit un peu plus fort quand il y a un public, qui raconte des histoires avec de grands gestes et juste ce qu'il faut d'autodérision pour paraître charmant. Et ma famille a tout gobé. Je jetais un coup d'œil à travers les portes et je le voyais à l'îlot de cuisine avec mes cousins, penché en avant, souriant, tapotant ses doigts sur le comptoir comme s'il avait vécu dans cette maison toute sa vie. Chaque fois que je passais en portant la bouteille d'eau de ma grand-mère ou en l'aidant avec son pull, je le voyais avec un groupe de parents différents. Et la seule constante était ma cousine, celle qui réussit toujours à être au centre de tout sans même essayer. C'est celle qui poste des selfies glamour avec des légendes inspirantes, qui a toujours, je ne sais comment, une nouvelle coiffure, un nouveau passe-temps et une nouvelle saison de découverte de soi chaque fois qu'on la voit. En grandissant, elle était la jolie, la bruyante, l'étincelante. Et j'étais celle qui aidait à nettoyer une fois que tout le monde était rentré chez soi. Je n'y pensais plus trop. Ou du moins, je faisais semblant de ne pas y penser. Ce week-end-là, chaque fois que je la voyais, elle était à côté de mon mari, riant de quelque chose qu'il avait dit, touchant son bras quand elle argumentait, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule de cette façon qu'elle a qui a l'air accidentelle, mais qui ne l'est jamais vraiment. Je l'ai remarqué évidemment parce que je ne suis pas aveugle, mais mon cerveau a fait cette petite danse tordue où il transforme tout en preuve que c'est toi le problème si tu réagis. Je me suis dit que j'étais paranoïaque, qu'elle est comme ça avec tout le monde, qu'il est juste amical et que j'étais épuisé et trop sensible parce que j'avais à peine dormi et que j'avais mal au dos à force de soulever ma grand-mère tant de fois. Quand ma grand-mère s'est assoupie dans le fauteuil et que je suis allé à la cuisine pour remplir son thé, je les ai surpris debout un peu trop près l'un de l'autre au comptoir, son épaule frôlant la sienne alors qu'ils partageaient une blague sur quelque chose dans l'assiette de quelqu'un. Et je me souviens de cette petite sonnette d'alarme qui a retenti dans ma poitrine. Je l'ai éteinte instantanément,
j'ai plaqué un sourire sur mon visage et j'ai demandé si quelqu'un voulait quelque chose du frigo parce que ignorer l'inconfort est en quelque sorte ma spécialité. Nous sommes rentrés chez nous après ce week-end, et je me suis dit que tout s'était bien passé. Ma grand-mère est rentrée saine et sauve. Ma mère était contente de ses photos de famille, et mon mari a dit qu'il avait apprécié, ce qui m'a rendu bizarrement fier, comme si j'avais organisé tout le truc personnellement. S'il y avait un changement entre nous, c'était si petit au début que je pouvais le mettre sur le compte des suspects habituels, stress au travail, fatigue, la lourdeur générale de la vie adulte. En regardant en arrière maintenant, je vois chaque petit signe comme ces minuscules voyants d'alerte sur le tableau de bord auquel je ne voulais pas prêter attention parce que j'étais terrifié par ce qu'il signifiait. Le premier grand changement a été son emploi du temps. Avant la retraite, il rentrait à la maison entre la fin d'après-midi et le début de soirée, comme la plupart des gens avec un emploi régulier. Après la retraite, soudain, il y a eu des nuits tardives. Au début, c'était 1 ou 2 soirs par semaine où il m'envoyait un texto disant qu'un gros projet avait mal tourné et qu'ils avaient besoin de tout le monde. Et je le croyais parce que pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Puis ça s'est transformé en 3 soirs, puis 4, et ensuite j'ai réalisé qu'il y avait une semaine entière où il est rentré après que je sois déjà au lit plus d'une fois. Il ramenait le stress avec lui aussi. Ou du moins, c'est à ça que ça ressemblait. Il laissait tomber son sac plus lourdement près de la porte. Il se frottait beaucoup les yeux. Il répondait à mes questions par des demi-phrases et il a commencé à arborer ce froncement de sourcils permanent dont il se moquait chez son ancien patron. La version de lui qui demandait comment s'était passée ma journée et écoutait mes histoires sur les patients bizarres à la clinique a disparu. Et à sa place, j'ai eu cet homme qui semblait constamment irrité et fatigué et juste légèrement agacé par ma présence. Quand j'essayais de demander si tout allait bien au travail, il haussait les épaules et disait que je ne comprendrais pas la pression, ce qui était une façon amusante de me traiter d'idiote sans utiliser le mot réel. Ensuite, il y a eu le téléphone. Vous savez comment les couples deviennent paresseux avec leur téléphone après un certain temps, les laissant sur les coussins et les tables et se faisant confiance pour ne pas s'en soucier? C'était nous pendant toutes les années où nous sortions ensemble. Son téléphone n'était qu'un autre objet sur la table basse, l'écran s'allumant au hasard avec des discussions de groupe et des alertes sportives. Un soir, quelques semaines après la retraite, je suis entré dans le salon et je l'ai vu changer les paramètres de son écran. Et quand je me suis assise, il a retourné le téléphone face contre sa jambe comme si de rien n'était. J'ai plaisanté sur le fait qu'il me cachait ses scores de match et il a ri de cette façon raide et a dit que l'entreprise leur avait dit de mettre un code de verrouillage sur leur téléphone à cause de certains emails confidentiels. Il a rendu ça si ennuyeux que je me suis presque endormi à mi-chemin de l'explication. Et c'était le but. Évidemment, à partir de ce soir-là, le téléphone n'a plus jamais été laissé sans surveillance, jamais face visible, jamais hors de sa poche pour longtemps. Si j'entrais dans une pièce, il l'inclinait ou le verrouillait si vite que c'en était presque comique. Et chaque fois, je le remarquais et je me disais de ne pas être cette femme qui fouine et accuse. Notre intimité en a pris un coup aussi. Et je ne parle pas seulement de la chambre à coucher. Il a arrêté de chercher ma main sur le canapé. Il a arrêté de m'embrasser distraitement quand il passait près de moi dans la cuisine. Il a commencé à s'asseoir dans un fauteuil séparé au lieu d'à côté de moi. Et l'air entre nous semblait différent, plus lourd, comme si nous retenions tous les deux notre souffle tout le temps. Quand nous finissions par nous retrouver au lit ensemble, cela semblait mécanique, précipité, comme s'il cochait quelque chose sur une liste au lieu d'être présent, et je restais éveillé après, fixant le plafond, me demandant ce qui avait changé exactement et pourquoi je me sentais comme une invitée dans mon propre mariage. J'ai essayé de rationaliser cela pendant un moment. Je me suis dit que les mariages passent par des phases, que la première année est un ajustement, que peut-être nous étions tous les deux juste des adultes fatigués avec des factures, des douleurs et trop de temps d'écran. Je me suis blâmé de toutes les manières classiques. Peut-être que j'avais pris du poids. Peut-être que je râlais trop. Peut-être que j'étais trop distraite par le travail et ma grand-mère. Peut-être que mon humeur avait changé depuis la retraite et que je ne l'avais pas remarqué. C'est le truc amusant quand on est une femme qui a été élevée pour maintenir la paix. Vous vous tordrez en 4 avant d'admettre que quelqu'un d'autre pourrait être le problème. Finalement, ma confusion et mon anxiété sont devenues trop bruyantes pour rester à l'intérieur de ma propre tête. Alors, j'ai fait ce que tout adulte fonctionnel fait. Je me suis déchargé sur une amie. C'est une collègue de la clinique qui m'a vu pleurer dans la salle de pause plus d'une fois. Elle avait donc déjà gagné le droit d'entendre les versions les plus désordonnées de ma vie. Nous étions assises dans sa voiture un soir après une longue journée,
mangeant des frites dans un sac en papier et essayant d'éviter de rentrer chez nous. Et je lui ai tout raconté, de la retraite aux nuits tardives, au téléphone, à la façon dont j'avais l'impression de vivre avec un colocataire qui me frôlait parfois par accident. Elle a écouté tranquillement au début, me laissant vomir tous mes mots, mes peurs et mes justifications. Quand j'ai fini par manquer d'excuses et de souffle en même temps, elle a soupiré et a dit les mots que j'évitais dans ma tête depuis des semaines. Elle a dit qu'elle pensait qu'il voyait peut-être quelqu'un d'autre. J'ai ri quand elle l'a dit, ce rire l'est trop fort parce que ça semblait tellement dramatique. Et j'ai insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun moyen, qu'il n'était pas ce genre de personne, que nous venions juste de nous marier, qu'il ne risquerait jamais notre vie pour une aventure au hasard. Elle a haussé un sourcil et m'a demandé si je m'écoutais, parce que tout ce que je venais de décrire ressemblait à un cas d'école de quelqu'un déplaçant son énergie émotionnelle et physique ailleurs. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec sa voix dans ma tête et ce nœud serré dans mon estomac. Et je me suis dit que j'étais ridicule, que j'avais regardé trop de vidéos sur l'infidélité en ligne, que j'avais besoin de prendre une grande respiration et de communiquer comme une adulte. Alors, quand il est rentré plus tard que d'habitude, sentant un mélange d'eau de Cologne bon marché et de quelque chose que je ne pouvais pas identifier, j'ai décidé que je parlerais calmement, poserais des questions directes et ne pleurerais pas. Ce plan a duré peut-être 2 minutes. J'ai attendu qu'il ait posé son sac et enlevé ses chaussures. Puis, je l'ai suivi dans la cuisine et j'ai dit qu'il fallait qu'on parle. Je lui ai dit que je sentais qu'il s'éloignait, que j'avais remarqué les nuits tardives et le téléphone et la distance, et je lui ai demandé de but en blanc s'il y avait quelqu'un d'autre. Pendant une seconde, il s'est figé sur place, et je jure avoir vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Mais ensuite, il a explosé. Il a fait le coup classique, celui qu'on lit dans les livres et qu'on espère ne jamais voir dans la vraie vie. Il s'est mis en colère, pas juste agacé ou sur la défensive, mais furieux, comme si je l'avais giflé sans raison. Il a commencé à faire les 100 pas dans la cuisine, haussant le ton, m'accusant de ne pas lui faire confiance, de tout ramener à moi, de ne jamais apprécier à quel point il travaillait dur. Il a dit que je n'avais aucune idée du genre de pression qu'il subissait au travail, que je passais mes journées assise à un bureau pendant qu'il portait le poids financier de notre avenir, ce qui était en fait hilarant car nos salaires étaient presque les mêmes. Chaque fois que j'essayais de l'interrompre et de dire que je ne l'attaquais pas, que je demandais juste, il parlait plus fort, déformant mes mots jusqu'à ce que je commence à m'excuser par pure habitude. C'est embarrassant à admettre, mais en 10 minutes, j'étais passé de la confrontation sur une possible tromperie à dire que j'étais désolé d'avoir douté de lui et à promettre d'être plus solidaire. Il est parti prendre une douche en claquant la porte sans me toucher, a claqué la porte de la salle de bain, et je suis resté là dans la cuisine, tremblante, accrochée au comptoir, me demandant comment j'avais fini par être la méchante dans ma propre peur. Les jours suivants ont été une forme particulière d'enfer. Il m'a ignoré de cette manière passive-agressive où il répondait aux questions par un seul mot, faisait défiler son téléphone pendant que je parlais, et agissait comme s'il était offensé chaque fois que j'essayais de combler le fossé. Je ne cessais de rejouer la dispute dans ma tête, remettant en question chaque phrase que j'avais dite, me demandant si j'avais été trop dur, si j'aurais peut-être dû attendre, s'il y avait une meilleure façon d'aborder le sujet. Je marchais sur des œufs, cuisinais ses plats préférés, essayais d'être extra joyeuse, et il restait fermé, ce qui me donnait l'impression d'être un gâchis paranoïaque et collant. Pendant 1 minute, je me suis presque convaincu que j'avais tout imaginé. Cette version de la réalité a duré exactement 1 semaine. C'était un vendredi soir et j'étais à la maison en pantalon de pyjama et vieux sweatshirt de fac, mangeant des céréales sur le canapé parce que j'étais trop fatigué pour cuisiner, quand mon téléphone a vibré avec une série de messages de cette même amie du travail. Le premier disait juste mon nom avec beaucoup trop de lettres et un emoji nerveux, ce qui n'est jamais bon signe. Puis il y a eu « Où est censé être ton mari en ce moment ?» suivi de « S'il te plaît, dis-moi qu'il ne travaille pas tard. » J'ai senti mon cœur commencer à battre dans mes oreilles alors que je répondais qu'il avait dit qu'il était au bureau pour gérer un projet urgent. Elle a répondu qu'elle était dans un endroit à l'autre bout de la ville avec des amis, un bar qui se transformait en piste de danse plus tard dans la nuit, et qu'elle venait de voir quelqu'un qui lui ressemblait exactement. En fait, elle s'est corrigée. Elle venait de le voir parce que quand elle s'est rapprochée, il n'y avait aucun doute. Elle pouvait voir son visage, sa coupe de cheveux, la façon dont il bougeait quand il riait. Et en plus de ça, il n'était pas seul. Elle m'a dit qu'elle l'avait observé quelques minutes pour être sûre avant d'envoyer un texto. Et dans ce très court laps de temps, il avait passé ses bras autour d'une femme et l'avait embrassée comme s'il se fichait de qui regardait. Je me souviens que tout mon corps est devenu froid même si j'étais assise sous une couverture. Et mon premier instinct a été de le défendre,
de dire que c'était peut-être une collègue et qu'il dansait juste et qu'elle réagissait peut-être de manière excessive. J'ai tapé ça et l'ai effacé 3 fois avant de finalement envoyer « Peux-tu m'envoyer une photo, s'il te plaît ?» Il a fallu moins d'1 minute pour que mon écran s'illumine avec une photo. C'était légèrement flou, comme si elle avait été prise rapidement à travers la pièce, mais c'était assez clair. Il était là, mon mari, avec ses mains sur la taille d'une femme, leurs bouches pressées l'une contre l'autre d'une manière qui n'était définitivement pas amicale. Mes yeux sont allés directement vers la femme, évidemment, parce qu'une partie de mon cerveau suppliait encore pour que ce soit un horrible malentendu. Et c'est là que j'ai senti cette deuxième vague de nausées m'envahir, même dans cet éclairage tamisé. Et à cette distance, je l'ai reconnue. Les cheveux, la courbe de son épaule, la façon dont elle penchait la tête. Elle portait une robe que j'avais vue plus tôt sur sa page sur cette application de réseau social. Exactement la même que celle dans laquelle elle avait posé devant le miroir de sa salle de bain avec une légende sur l'amour de soi et les nouveaux chapitres. C'était ma cousine. J'ai fixé la photo si longtemps que l'écran est devenu noir et j'ai dû appuyer dessus à nouveau. Mon amie a envoyé un message de suivi disant qu'elle pouvait prendre une courte vidéo si j'avais besoin de plus de preuves, et j'ai dit oui parce qu'apparemment, je voulais m'assurer que mon cœur soit complètement déchiqueté en haute définition. La vidéo est arrivée quelques instants plus tard et il n'y avait plus de place pour le doute. Il embrassait ma cousine. Elle l'embrassait en retour et ils riaient l'un contre l'autre comme s'ils n'avaient jamais entendu parler des conséquences. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai réagi d'une manière digne d'un film. Mais je suis restée assise là, paralysée pendant un moment, serrant mon téléphone comme s'il allait exploser. Et puis j'ai posé le bol de céréales si fort que le lait a éclaboussé le bord et s'est répandu sur la table basse. Ma première pensée cohérente a été que je devais le confronter, mais je ne savais même pas comment respirer, encore moins former des mots. Je me sentais stupide, trahi, et honnêtement ridicule de m'être excusé auprès de lui une semaine plus tôt pour avoir osé soupçonner quoi que ce soit. Il est rentré plus tard ce soir-là comme si de rien n'était, ce qui a réussi, je ne sais comment, à rendre tout ça pire. La porte s'est ouverte, ses clés ont tinté, ses chaussures ont grincé contre le sol, et j'étais assise à la table, attendant. La vidéo était en pause sur mon écran, mes mains tremblaient tellement que je devais agripper le bord de la chaise. Il est entré dans la cuisine, a ouvert le frigo et a commencé à demander s'il nous restait des restes. Et c'est là que j'ai appuyé sur lecture et monté le volume juste assez pour qu'il entende son propre rire résonner dans notre appartement silencieux. Il s'est figé. Pendant une longue seconde, il a fixé le téléphone dans ma main, se regardant sur l'écran avec elle, et j'ai vu le moment exact où l'histoire qu'il avait préparée a fondu sur son visage. Il y a eu cette lueur bizarre, comme s'il envisageait de nier pendant une demi-respiration. Puis il a expiré et a dit très calmement qu'il supposait qu'on devait parler. Je m'attendais à des larmes ou des excuses, ou au moins à une tentative timide de déformer la réalité, mais il est allé directement à l'honnêteté de la pire des manières. Il l'a admis. Il a dit qu'il la voyait, que ça avait commencé à l'époque de la retraite, qu'il s'était connecté pendant que j'étais occupé à m'occuper de ma grand-mère. Il a utilisé ce mot « connecté » comme si c'était une intrigue de film romantique doux. Et j'ai vu rouge. J'ai commencé à crier, évidemment, parce qu'il ne restait rien d'autre, et j'ai exigé de savoir comment il pouvait me tromper avec quelqu'un de ma propre famille en public comme si nos vœux ne signifiaient rien. Il a semblé agacé que je rende la chose dramatique. Il a dit que les choses ne fonctionnaient plus entre nous depuis un moment, que je l'avais abandonné ce week-end-là en passant tout mon temps avec ma grand-mère, que je l'avais fait se sentir invisible. Il a dit que ma cousine l'avait fait se sentir vue et appréciée, qu'elle était amusante et excitante et ne le harcelait pas pour chaque petite chose. Il a même eu le culot de dire que s'il l'avait rencontrée avant de m'épouser, il l'aurait choisie. Comme si j'étais un lot de consolation avec lequel il avait dû se contenter jusqu'à ce que l'univers lui livre la version de luxe. À un moment donné, il a dit que ma cousine était clairement la préférée de la famille, que tout le monde l'adorait, qu'elle s'intégrait mieux à sa personnalité, et il a sous-entendu que même mes propres proches pensaient qu'elle méritait mieux que les types avec qui elle sortait avant. Je me souviens que ma bouche est tombée ouverte parce qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit une seule fois qu'il avait catalogué les membres de ma famille comme des options dans un catalogue. La dispute a continué pendant un moment, surtout moi pleurant et criant et lui haussant les épaules et lançant des phrases sur le fait que la vie est trop courte pour rester dans quelque chose qui ne semble pas juste. À la fin, il a attrapé un sac, y a fourré quelques vêtements sans rien plier, et a dit qu'il allait rester avec elle pour l'instant. Pour l'instant, comme si cela rendait tout cela plus décontracté et moins catastrophique. Il a franchi la porte avec son sac, son téléphone et sa nouvelle réalité,
et je me suis effondré sur le sol dans un appartement qui, soudainement, semblait ne pas m'appartenir du tout. La semaine suivante a été un flou d'appels téléphoniques, de paperasse et d'humiliation. Il a agi vite, plus vite que je ne le pensais physiquement possible, et a demandé le divorce presque immédiatement. Nous n'étions pas mariés depuis longtemps, et nous ne possédions pas de maison ensemble, donc tout le monde m'a assuré que ce serait un processus simple et propre, ce qui est une façon hilarante de décrire le démantèlement légal de tout votre avenir. Simple, bien sûr. Propre? Absolument pas. J'avais ce stupide petit dossier caché au fond de mon placard avec des idées pour notre premier anniversaire de mariage, des listes d'endroits que nous pourrions visiter, des notes sur des restaurants que je voulais essayer, et une capture d'écran d'une robe que je pensais acheter. J'ai trouvé ce dossier en cherchant de vieux documents, et je me suis assise par terre et j'ai ri jusqu'à ce que ça se transforme en sanglots, parce que j'étais là à planifier des surprises romantiques pour un homme qui envoyait probablement déjà des textos à ma cousine pendant que j'écrivais ses notes. Il m'a dit lors d'une de nos brèves conversations froides sur la logistique qu'il avait réalisé qu'il avait fait une erreur en m'épousant et qu'il n'avait poursuivi le mariage que parce qu'il ne savait pas qu'il avait d'autres options. S'entendre traiter d'erreur par quelqu'un pour qui on a failli changer d'état fait quelque chose de bizarre à votre cerveau. Le processus juridique réel a traîné pendant des mois parce que c'est ce que font ces choses. Je devais m'asseoir en face de lui dans un petit bureau pendant qu'un avocat allait ennuyé expliquer la division des quelque chose que nous avions ensemble et il ne pouvait même pas croiser mon regard. Il signait des papiers comme s'il autorisait une livraison de meubles. Et je les signais comme si je renonçais à la dernière version de moi-même qui croyait encore au bonheur éternel. Pendant cette période, j'ai fait toutes les choses clichés que les gens font après une grosse rupture, sauf que la mienne venait avec des signatures et des dates d'audience. Je pleurais sous la douche pour que personne ne puisse m'entendre. J'évitais les dîners de famille comme s'ils étaient contagieux. Je me suis jeté dans le travail à la clinique, restant tard pour organiser les placards de fourniture et mettre à jour les plannings juste pour ne pas avoir à rentrer dans cet appartement vide. Mon ami du travail continuait de prendre de mes nouvelles, déposant de la nourriture, s'assurant que je ne me noie pas dans mes propres pensées pendant trop de jours d'affilée. Un jour, après une matinée particulièrement difficile où j'avais dû répondre aux questions de la réception sur la raison pour laquelle mon nom de famille avait changé dans le système, cette amie m'a dit qu'elle avait quelque chose à partager qui pourrait me mettre en colère, mais qui m'aiderait peut-être aussi à arrêter de me blâmer. Elle avait un contact à l'église que ma cousine fréquentait. Et grâce à une longue chaîne de conversations chuchotées, elle avait découvert que ce n'était pas la première fois que ma cousine faisait exploser la vie de quelqu'un d'autre pour s'amuser. Apparemment, quelques années auparavant, ma cousine avait réussi à s'impliquer avec le fiancé d'une autre femme. Une fille calme de leur église que tout le monde trouvait douce et ennuyeuse. Les détails étaient presque un copier-coller de ma propre histoire. Ils avaient tous été dans les mêmes cercles. Ma cousine s'était glissée avec son charme et ses bêtises du genre le courant passe bien. Et le type avait trompé et finalement quitté sa fiancée. Le scandale était resté juste sous le radar parce que les familles impliquées l'avaient étouffé, choisissant de le traiter comme un écart moral qui pourrait être réparé avec quelques mois de distance et un peu de repentance publique. Ma famille était au courant. J'ai senti cette colère froide et lourde s'installer dans ma poitrine quand j'ai entendu ça. C'était une chose qu'une cousine me trahisse. C'en était une autre d'apprendre que les adultes autour de nous avaient vu ce schéma exact auparavant et avaient choisi de faire semblant que c'était une chose unique, ne pensant jamais à me prévenir ou peut-être à la tenir éloignée des hommes mariés lors des événements familiaux. J'ai demandé à mon amie comment elle savait tout ça, et elle a dit qu'il y avait une autre femme, l'ancienne fiancée, qui était prête à parler. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de mon travail un après-midi. Elle était jolie d'une manière calme, avec des yeux fatigués qui disaient qu'elle avait assez avancé pour fonctionner, mais pas assez pour oublier complètement. Elle m'a raconté son histoire d'une voix calme, comme si elle l'avait répétée pour la thérapie, et partageait maintenant la version polie. Elle avait été fiancée, planifiant un mariage, et ma cousine s'était montrée, toute amicale et solidaire, offrant d'aider avec les fournisseurs et les décorations. Quelque part entre les dégustations de gâteaux et les essayages de robes, des lignes avaient été franchies, et au moment où elle a réalisé ce qui se passait, il était déjà trop tard. Son fiancé l'avait quittée pour ma cousine, tout comme le mien l'avait fait. Il y avait eu des chuchotements à l'église, des cercles de prière gênants, une brève explosion de jugement visant ma cousine qui s'était estompée rapidement une fois que les gens avaient décidé que c'était entre eux et leur conscience. Personne n'avait traité la cousine de prédatrice en face. Personne n'avait averti la prochaine victime potentielle. Ils étaient juste passés à autre chose parce que l'inconfort est apparemment plus insupportable que l'injustice pour beaucoup de gens. L'écouter,
c'était comme regarder un aperçu tordu de ma propre histoire. Et c'était la première fois que je croyais vraiment au fond de moi que rien de tout cela n'était dû au fait que je n'étais pas assez bien. Ma cousine avait fait un sport de cibler les hommes qui étaient déjà pris et mon mari s'était joyeusement porté volontaire pour être le prochain idiot consentant. C'était un partenariat tordu, pas un accident aléatoire. Le divorce est finalement devenu officiel quelques mois après ça. Je suis allé au tribunal dans une robe qui était ma tenue mignonne de soirée et j'ai signé la dernière pile de papier. Quand je suis sorti, le ciel était de ce gris terne qui pèse sur la ville comme une lourde couverture. Et je me souviens avoir pensé qu'il devrait y avoir un tonnerre dramatique ou au moins une chanson triste jouant quelque part. Au lieu de cela, un bus est passé. Quelqu'un a klaxonné un piéton. Et la vie a continué comme si rien au monde ne venait de se terminer. J'ai commencé une thérapie à peu près à ce moment-là, surtout parce que mon ami a insisté sur le fait que je ne pouvais pas continuer à tout traiter à travers des frites de drive-in et des crises de larmes dans la salle de bain. Le bureau de la thérapeute était petit et plein de plantes. Et elle avait cette voix calme qui vous donne envie de confesser toute votre enfance dès la première séance. Nous avons parlé du mariage, bien sûr, mais nous avons aussi parlé de ma famille, de la façon dont j'avais toujours été celle qui ramassait les morceaux et aplanissait les moments gênants, de la façon dont je n'avais jamais voulu être la personne qui rendait les choses compliquées. Elle a souligné très doucement que je m'étais saigné à blanc pour que les autres restent à l'aise. La thérapie n'a pas tout réparé comme par magie. Évidemment, ce n'était pas comme si j'étais entré dans ce bureau une fois et ressorti comme une femme toute neuve avec des limites parfaites et une boîte à outils émotionnels codée par couleur. C'était plutôt comme si je me traînais la semaine après semaine et que je retirais lentement des couches dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Comme réaliser à quel point ma personnalité s'était construite autour du maintien d'une température neutre dans chaque pièce pour que personne n'explose. Combien de fois j'avais ri de choses qui me faisaient mal en fait, parce que je ne voulais pas être traité de dramatique. Il y avait des séances où je passais l'heure entière à parler de ma grand-mère et à quel point je me sentais coupable de lui en vouloir pour ce week-end à la retraite, même si rien de tout cela n'avait été de sa faute, et d'autres séances où je tournais autour de la même phrase pendant ce qui semblait une éternité, essayant de dire à voix haute que peut-être j'avais été une bonne épouse et qu'il avait quand même choisi de partir. Ma thérapeute posait des questions qui semblaient simples mais qui frappaient comme des coups de poing. Des choses comme, que diriez-vous à une amie qui vous raconterait cette histoire, ou quand avez-vous appris pour la première fois que vos sentiments étaient moins importants que le maintien de la paix? Et je restais assise sur ce canapé usé avec une boîte de mouchoirs entre nous, réalisant que je ne savais pas vraiment comment répondre sans me blâmer. En dehors de ces murs, la vie continuait sa course ennuyeuse et implacable. Je devais encore pointer à la clinique, sourire aux patients qui se plaignaient des temps d'attente, courir après les signatures des médecins qui traitaient le personnel administratif comme un bruit de fond, prétendre que j'allais bien quand quelqu'un demandait nonchalamment comment se passait la vie maritale, et je devais dire, en fait, nous ne sommes plus ensemble. Et regarder leur visage faire cette grimace de sympathie gênée. Le soir, je rentrais dans mon appartement trop silencieux, je passais au micro-ondes quelque chose qu'on pouvait à peine appeler un dîner, et je faisais défiler cette application de réseau social tout en me disant que je ne regardais que des vidéos de chiens et des recettes, même si mon pouce restait toujours un peu trop près de la barre de recherche où leur nom vivait auparavant. Certains soirs, je cédais et je tapais quand même, puis je fermais immédiatement l'application avant que les résultats ne puissent charger, comme si je pouvais échapper à ma propre curiosité en tapotant l'écran assez vite. J'ai bloqué ma cousine et mon ex-mari sur toutes les plateformes après le jour du tribunal parce que je me connaissais assez bien pour comprendre que je serais obsédé par chaque publication si je ne le faisais pas. Pendant un moment, ça a marché. Mon fil d'actualité est redevenu des chiots, des recettes et des mèmes aléatoires, et je me suis laissé respirer. Puis un après-midi, des mois plus tard, une cousine commune m'a envoyé par texto une capture d'écran que je n'avais pas demandé. C'était une photo de mon ex-mari et de ma cousine au sommet d'une colline au coucher du soleil, habillés avec des tenues coordonnées, s'embrassant comme une sorte de publicité romantique au rabais. La légende parlait d'avoir enfin trouvé la bonne personne et de faire confiance au timing de sa vie, ce qui était fort de café considérant que leur timing impliquait les foyers brisés d'autres personnes. Il y avait des cœurs et des félicitations dans les commentaires, et une de mes tantes avait écrit quelque chose sur le fait que l'amour gagne toujours, ce qui m'a presque donné envie de jeter mon téléphone à travers la pièce. Même si j'avais essayé de tout bloquer, l'algorithme trouvait toujours des moyens de les introduire par le biais de tags et de contacts communs. Alors, j'ai dû faire une deuxième série de nettoyage numérique, mettant en sourdine, bloquant et ne suivant plus quiconque insistait pour reposter leur histoire d'amour. Cela semblait mesquin et dramatique, mais chaque fois que je voyais leur visage,
mon corps réagissait comme si j'étais de retour dans cette cuisine avec la vidéo jouant sur mon téléphone. Juste quand je pensais que les pires moments étaient derrière moi, ma mère m'a appelé un après-midi au hasard et m'a demandé si j'avais vérifié mon courrier. Pas mes emails, ma vraie boîte aux lettres physiques, ce qui n'est jamais bon signe. Je lui ai dit que non, et elle est devenue bizarrement silencieuse et a dit que je devrais le faire parce que quelque chose était arrivé de la part de ma cousine. Mon estomac s'est noué. Je suis descendu dans le hall de mon immeuble, j'ai ouvert la petite porte en métal avec mon numéro dessus, et c'était là. Une épaisse enveloppe couleur crème avec mon nom écrit en calligraphie fantaisie. Je n'avais même pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était, mais je l'ai fait quand même, les mains tremblant tellement que j'ai déchiré le côté au lieu du haut. À l'intérieur, il y avait une invitation à leur mariage, imprimée sur du papier épais avec des fleurs et des polices cursives, annonçant leur union dans un langage poétique qui me donnait envie de vomir. Ils se mariaient dans une propriété appartenant à quelqu'un de sa famille à lui. Un grand truc de style rustique avec un jardin et des lumières et toutes les décorations habituelles qu'on fait défiler en ligne. La formulation donnait l'impression d'un conte de fées. Il y avait même une ligne sur la façon dont parfois le bon chemin vous trouve après des tournants inattendus, ce qui est une façon si dramatique de dire « Nous avons fait exploser un mariage et décidé d'organiser une fête à ce sujet ». Avec l'invitation est venu le cœur habituel des voix familiales. Certains cousins m'ont envoyé des messages pour dire qu'ils étaient désolés que j'ai reçu l'invitation, qu'ils ne pouvaient pas croire qu'elle ait eu le culot de l'envoyer, qu'ils trouvaient ça insensible. D'autres ont essayé la voix neutre, disant des choses comme « peut-être qu'elle essaie de tendre une branche d'olivier » ou « ce serait bien si tout le monde pouvait passer à autre chose et être mature ». Ma mère a appelé ça une opportunité de guérison, comme si je devais être reconnaissante qu'on m'offre un siège à la table où mon ex-mari et ma cousine célébreraient le fait d'être âme sœur. Je savais que je n'irais pas. Évidemment, cette partie n'était même pas sujette à débat. Ce que je ne savais pas au début, c'était que j'allais faire autre chose à la place. Cette idée est venue lentement, comme une tempête se formant à l'horizon. Et même quand elle a été complètement formée, j'ai encore eu un moment où j'ai pensé, je ne suis pas cette personne. Je ne fais pas de scène. Mais le truc quand on se fait bousculer et réduire au silence assez longtemps, c'est qu'éventuellement il y a un point de rupture où on arrête de se soucier de l'apparence et on commence à se soucier de ce qui est vrai. Je continuais à penser à cette autre femme, l'ancienne fiancée de l'église, et à la façon dont ma famille avait regardé sa vie imploser sans utiliser cela comme une leçon ou un avertissement pour moi. Je pensais aux yeux apologétiques de ma grand-mère quand elle m'a dit au téléphone qu'elle m'aimait, mais qu'elle était trop vieille pour gérer plus de drames, qu'elle assisterait probablement au mariage juste pour maintenir la paix. Je pensais à la préférence de ma mère pour les apparences plutôt que l'honnêteté. Et je pensais à toutes les fois où les gens m'avaient dit de prendre de la hauteur, ce qui est généralement un code pour laisse les gens te marcher dessus tranquillement pour qu'on n'ait pas à regarder. Alors j'ai appelé cette autre femme et lui ai demandé si elle serait prête à m'aider. Je lui ai dit que je ne planifiais rien d'illégal ou de dangereux, juste quelque chose d'honnête et peut-être un peu bruyant. Elle a hésité une seconde. Puis elle a ri et a dit qu'elle avait attendu des années que quelqu'un tienne enfin ma cousine responsable de son comportement. Nous nous sommes rencontrés à nouveau dans ce même café, et nous avons commencé à rassembler des preuves. Nous avons imprimé des captures d'écran de messages entre ma cousine et son ancienne fiancée, ce qu'elle avait donné à son thérapeute il y a des années, et gardé précieusement dans un dossier privé qu'elle s'était envoyé par email avant de supprimer finalement son numéro. Nous avons imprimé des dates et des heures de publication qui montraient le chevauchement entre leur amitié et ses fiançailles, en n'utilisant rien de plus compliqué que de vieilles photos et des légendes publiques. Nous avons aussi collecté des messages de ma propre histoire. Après son déménagement, il avait oublié une vieille tablette chez nous qu'il utilisait à peine. Et honnêtement, je pense qu'il supposait qu'elle avait été effacée ou que ça n'avait plus d'importance. Mais quand je l'ai allumée un soir par curiosité, elle était toujours connectée à ses messages. Alors, j'ai fait défiler jusqu'au jour de la retraite et j'ai pris des captures d'écran de la façon dont elle lui envoyait des textos pendant que j'étais occupé à faire monter et descendre ses escaliers à ma grand-mère. Mon ami du travail avait aussi gardé la photo et la vidéo du bar enregistrées sur son téléphone. Alors, nous les avons ajoutées à la pile et avons tout imprimé. Et nous avons écrit une brève chronologie des événements, juste les faits. J'ai tout mis dans des dossiers soignés parce qu'apparemment mon assistante administrative intérieure ne dort jamais, même quand je planifie un chaos émotionnel. J'ai fini avec 4 dossiers identiques, chacun avec une page de couverture simple qui disait « Avant de célébrer cette histoire d'amour, veuillez lire l'historique complet ». C'était mesquin. C'était dramatique. C'était aussi, à mon avis, attendu depuis longtemps.
Le jour du mariage est arrivé humide et nuageux. Un de ces jours où vos cheveux refusent de coopérer et où l'air semble lourd. Je ne suis pas allé à la cérémonie, évidemment. Je les ai laissés avoir leurs vœux et leurs promesses et leurs photos mises en scène sous une arche couverte de fleurs. J'ai attendu plus tard, jusqu'à la réception, quand les gens auraient desserré leur col et versé plus de verre, et quand le couple heureux serait trop occupé à se prélasser dans l'attention pour me remarquer me glisser à l'intérieur. La réception était dans le grand jardin derrière la maison avec des tables rondes couvertes de nappes blanches, des guirlandes lumineuses suspendues au-dessus, et une petite scène pour le groupe dans le coin. Je me suis garé un peu plus loin sur la route, j'ai pris une grande inspiration, j'ai attrapé mon sac avec les dossiers à l'intérieur, et je suis entré comme si j'avais ma place là, parce que techniquement c'était le cas. Je suis de la famille, vous vous souvenez? Personne ne m'a arrêté. Pendant quelques minutes, j'ai juste observé. Ma cousine était dans une robe ajustée qui semblait avoir été choisie spécifiquement pour que tout le monde la regarde. Mon ex-mari était dans un costume qui ne lui allait pas aussi bien qu'il le pensait. Riant avec ses amis, tenant sa taille comme si elle était le trophée qu'il avait toujours voulu. Les gens mangeaient, buvaient, prenaient des photos, les postaient sur cette application avec des légendes sur le grand amour. Et finalement, j'ai repéré 4 personnes que je savais avoir besoin de mon côté si je voulais que ça atterrisse comme je le voulais. Sa mère, qui m'avait toujours traité comme une invitée temporaire dans la vie de son fils. L'officiant, qui avait célébré notre cérémonie et venait de célébrer la leur. La tante qui répand les nouvelles dans la famille plus vite que n'importe quel flux en ligne ne le pourrait jamais, et la femme que ma cousine avait supplié d'être sa demoiselle d'honneur, dont je savais secrètement qu'elle avait des doutes mais ne s'était jamais sentie autorisée à les dire à voix haute. Je me suis dirigé vers chacun d'eux à tour de rôle, je leur ai tendu un dossier, et j'ai dit quelque chose de vague mais direct comme « J'ai pensé que vous voudriez peut-être voir ça », ou « S'il vous plaît, lisez ceci avant de dire quoi que ce soit ce soir ». Ils avaient l'air confus, mais les ont pris. Je n'ai pas expliqué davantage parce que je voulais que les pages parlent d'elles-mêmes. Puis j'ai marché vers la petite installation où se trouvaient le groupe et le micro. J'aurais pu m'en tenir au dossier honnêtement. Mais plus je les regardais trinquer et poser, plus je sentais ma colonne vertébrale se redresser. Alors quand j'ai vu qu'ils étaient sur le point de commencer les toasts et que le DJ passait littéralement le micro à quiconque voulait dire quelque chose. Je me suis juste glissé dans la petite file d'attente, je me suis approché de la personne qui gérait la musique et j'ai demandé si je pouvais dire quelques mots. Il a hoché la tête sans même demander qui j'étais, supposant probablement que j'étais juste une autre cousine en retard pour un discours. Ma voix tremblait un peu quand j'ai commencé à parler, mais à ce moment-là, il était trop tard pour faire marche arrière sans rendre ça encore plus bizarre, alors j'ai continué. Le bavardage autour du jardin s'est calmé lentement, comme une vague se retirant du rivage. Le sourire de ma cousine a vacillé quand elle m'a vu, et le visage de mon ex-mari est devenu pâle d'une manière qui est presque drôle si vous n'êtes pas trop occupé à essayer de ne pas vous évanouir vous-même. J'aurais pu faire un discours plein d'insultes, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. J'ai pris une respiration et j'ai dit que je n'étais pas là pour arrêter leur mariage ou supplier qui que ce soit de prendre parti parce que c'était déjà trop tard. J'ai dit que j'étais là parce que beaucoup de gens dans nos familles aiment parler de vérité et d'intégrité et de faire ce qui est juste. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, chaque fois que le comportement de ma cousine blessait quelqu'un, tout le monde choisissait le silence. J'ai tenu l'un des dossiers et j'ai dit qu'avant qu'ils ne lèvent tout leur verre pour célébrer cette histoire d'amour, ils méritaient de savoir qu'elle était construite sur 2 fiançailles brisées, un mariage brisé et un schéma consistant à chasser des personnes qui étaient déjà engagées avec quelqu'un d'autre. Pendant que je parlais, je pouvais voir des pages tourner à différentes tables. Le visage de sa mère est passé de la confusion à l'horreur en lisant les messages de ma cousine, se vantant de la facilité avec laquelle elle l'avait eu seule pendant la retraite. L'officiant a serré la mâchoire en voyant des captures d'écran d'années plus tôt où ma cousine avait écrit au fiancé de cette autre femme à quel point leur connexion était trop spéciale pour être ignorée, même s'il était déjà pris. Les yeux de ma tante se sont écarquillés puis plissés, et je pouvais pratiquement entendre les discussions de groupe de la famille se former dans sa tête. J'ai gardé ma voix aussi stable que possible et je leur ai présenté la chronologie. J'ai mentionné que pendant que j'aidais ma grand-mère à monter et descendre ses escaliers, mon mari et ma cousine s'envoyaient des messages de drague depuis des pièces séparées. J'ai mentionné que 3 jours après cette retraite, ils avaient prévu de traîner seuls et qu'au moment où je les confrontais à ces nuits tardives, ils se voyaient déjà dans mon dos. J'ai aussi mentionné l'histoire de la précédente fiancée, sans utiliser son nom. Juste assez de détails pour que les gens comprennent que ce n'était pas une erreur isolée, mais un schéma constant consistant à faire exploser la vie des autres pour s'amuser. Ma cousine a essayé de m'interrompre à quelques reprises,
criant que j'étais folle et obsédée, mais il est difficile de rejeter des preuves imprimées qui sont littéralement entre les mains des gens. Mon ex-mari restait juste là, la mâchoire serrée, semblant essayer de décider s'il devait me traîner loin du micro ou prétendre que cela ne se produisait pas. J'ai fini par dire que je leur souhaitais exactement ce qu'ils nous avaient donné, la chance de vivre avec les conséquences de leur choix. Puis j'ai rendu le micro, ramassé mon sac et je suis parti. Je ne suis pas resté pour regarder l'effondrement. Une partie de moi le voulait évidemment parce que je suis toujours humaine, et qui ne veut pas voir un peu de karma en direct quand on a mal? Mais mes jambes tremblaient et mon cœur battait si fort que je pouvais le goûter. Alors, je suis parti. J'ai atteint ma voiture, fermé la porte, et enfin je me suis laissé pleurer. Pas les larmes faibles et silencieuses que je versais dans les salles de bain depuis des mois, mais les gros sanglots qui vous laissent à bout de souffle. Vous pourriez penser qu'après un coup pareil, ma famille m'aurait soit coupé complètement, soit couronnée nouvelle sainte patronne de l'honnêteté. Au lieu de cela, ils ont fait ce que les familles font toujours lorsqu'elles sont confrontées au désordre. Ils ont programmé un repas. En une semaine, ma mère avait organisé un déjeuner dominical chez elle, invitant moi, mon père, quelques tantes et oncles, et ma grand-mère pour que nous puissions parler de ce qui s'était passé comme des adultes. La façon dont elle a dit adulte donnait l'impression que j'avais été un enfant en bas âge jetant de la nourriture au lieu d'une femme lisant à haute voix des preuves. J'y suis allé parce que j'en avais marre de deviner où tout le monde se situait. La maison sentait la viande rôtie et l'anxiété quand je suis entré. Ma mère m'a serré dans ses bras avec raideur comme si j'étais une invitée dont elle ne savait pas quoi faire. Mon père m'a tapoté le dos et a évité tout contact visuel. Nous nous sommes tous assis autour de la table, les assiettes bien remplies, et pendant quelques minutes, tout le monde a parlé de la météo et d'émissions aléatoires comme si de rien n'était, ce qui m'a presque fait rire. Finalement, ma mère s'est raclé la gorge et a dit que nous devions aborder la situation. Elle a dit qu'elle comprenait que j'étais blessé, que personne ne me blâmait d'être bouleversé, mais que ce que j'avais fait au mariage avait été beaucoup. Elle n'arrêtait pas d'utiliser des mots comme spectacle et scène, comme si mon plus grand crime était d'embarrasser les gens, pas d'exposer un comportement continu. Un de mes oncles est intervenu pour dire qu'étaler les problèmes familiaux en public n'était jamais sage. Et une tante a hoché la tête si fort que j'ai cru que la sienne allait tomber. J'ai écouté tout ça, laissant les paroles tourbillonner autour de moi comme de l'électricité statique jusqu'à ce que ma grand-mère laisse échapper ce petit soupir et dise très doucement qu'elle aurait dû parler plus tôt. Tout le monde s'est tourné vers elle comme si elle avait soudainement commencé à parler une autre langue. Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux et a dit qu'elle se souvenait de la situation de la fiancée de l'église, qu'elle savait que ma cousine s'en était prise à l'homme de quelqu'un d'autre auparavant, et qu'elle avait voulu me prévenir quand elle a commencé à voir mon mari se rapprocher d'elle lors des événements familiaux. On lui avait dit de ne pas le faire. Apparemment, il y avait eu toute une conversation il y a des années parmi les parents plus âgés sur le fait que ma cousine traversait une phase et que l'étiqueter comme une sorte de prédatrice ruinerait sa chance de changer. Ils avaient décidé en groupe que la meilleure chose à faire était de l'encourager à faire mieux, de ne pas évoquer le passé, et de ne surtout pas dire aux jeunes femmes de se méfier d'elle car ce serait injuste. Ma grand-mère avait été en désaccord discrètement mais avait suivi le mouvement. Et maintenant nous étions là. Entendre ça a été comme recevoir un coup de poing dans la poitrine et un câlin en même temps. J'étais contente de savoir que je n'étais pas folle de penser qu'il y avait un schéma, mais j'étais furieuse que les personnes censées me protéger aient choisi de protéger sa réputation à la place. J'ai regardé ma mère et j'ai demandé si elle savait aussi. Et le silence qui a suivi a été ma réponse. Elle a fait tout le discours du « nous ne pensions pas que cela se reproduirait », disant qu'il croyait vraiment que ma cousine avait appris de ses erreurs passées et qu'il ne voulait pas la stigmatiser pour toujours. J'ai demandé si quelqu'un avait considéré qu'en ne disant rien, il lui remettait pratiquement de nouvelles victimes emballées dans la confiance. La pièce est devenue très silencieuse. Quelqu'un a marmonné quelque chose sur le pardon et le fait de passer à autre chose, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Je leur ai dit très clairement que j'avais fini d'être la raisonnable. J'ai dit que j'avais fini de porter le fardeau de garder tout le monde à l'aise pendant qu'ils ignoraient des actions qui continuaient de blesser les gens. Je leur ai dit que je n'assisterais plus à aucun événement où ma cousine serait présente, que je ne voulais pas entendre parler d'elle, que je n'étais pas intéressé à être dans la même pièce que mon ex-mari, plus jamais. Bien sûr, quelqu'un a essayé la culpabilisation, disant que la famille c'est la famille et que la vie est courte. Et est-ce que je voulais vraiment m'accrocher à la colère comme ça ? J'ai dit que ma colère m'avait maintenu en vie les nuits où je voulais disparaître, et que tant qu'il ne comprendrait pas ça, il n'y avait plus grand-chose à dire. Ma grand-mère m'a serré la main sous la table. Mon père fixait son assiette,
et ma mère avait l'air de vouloir argumenter, mais n'avait pas les bons mots. J'ai fini ma nourriture, remercié ma grand-mère pour la cuisine, et je suis parti. Dans les mois qui ont suivi, j'ai construit une nouvelle routine qui n'appartenait qu'à moi. J'ai déménagé de l'appartement que j'avais partagé avec mon ex-mari parce que les murs semblaient hantés par nos disputes et ses mensonges. J'ai trouvé un endroit plus petit dans une rue plus calme avec des planchers qui grinçaient et une mauvaise isolation, mais chaque objet à l'intérieur m'appartenait à moi et à moi seul. J'ai acheté des meubles dépareillés sur des annonces en ligne, peint un mur d'une couleur qui me rendait heureuse, et pleuré la première nuit où j'y ai dormi parce que c'était la première fois depuis longtemps que je me sentais en sécurité dans mon propre lit. Au travail, j'ai gardé la tête baissée et fait mon boulot. Mais finalement, la directrice de la clinique m'a attiré dans son bureau et m'a dit qu'elle avait remarqué comment j'avais tout maintenu ensemble, même alors que ma vie personnelle était un gâchis. Elle a dit qu'il restructurait certains rôles et a demandé si je serais intéressé pour passer à un poste de coordinatrice, ce qui viendrait avec plus de responsabilités et une petite augmentation. Ce n'était pas un sauvetage de conte de fées, mais cela ressemblait à la preuve que je pouvais construire quelque chose de solide qui n'avait rien à voir avec le fait d'être la femme de quelqu'un ou la fille de quelqu'un. La thérapie est devenue mon rendez-vous hebdomadaire fixe, un endroit où je n'avais pas à être la forte ou celle qui pardonne. Nous avons parlé des limites, un mot que j'avais toujours trouvé ringard jusqu'à ce que je réalise que j'avais vécu la majeure partie de ma vie sans aucune. J'ai appris à dire non sans écrire une explication de 3 paragraphes après. J'ai appris à rester avec des sentiments inconfortables sans me précipiter pour les effacer. J'ai appris à admettre que j'étais toujours en colère et blessé sans m'en excuser toutes les 5 minutes. De temps en temps, des potins me revenaient sur mon ex-mari et ma cousine. Apparemment, leur mariage n'était pas l'histoire parfaite qu'ils avaient vendue en ligne. Il y avait des rumeurs de disputes hurlantes que les voisins pouvaient entendre à travers les murs fins de leur location, de lui perdant son emploi après trop de jours d'absence d'urgence, d'elle se plaignant qu'il n'était pas le gars amusant et spontané qu'elle pensait avoir volé. Je mentirais si je disais qu'entendre ça ne m'apportait pas un petit sourire mesquin parfois. Mais la satisfaction était plus courte et plus silencieuse que je ne l'imaginais. Surtout, je ressentais du soulagement de ne plus être à l'intérieur de ce chaos. Ma relation avec ma famille a changé, mais ne s'est pas complètement dissoute. Je voyais moins mes parents, visitais plus ma grand-mère, et gardais une liste mentale de sujets que je refusais d'aborder. Quand quelqu'un essayait d'évoquer ma cousine lors d'un événement de vacances, je me levais pour remplir mon verre ou changer de sujet ou simplement dire « je ne parle pas d'elle » et laisser le silence faire le reste. Quelques parents ont respecté cela, d'autres non, mais leurs opinions ont commencé à avoir de moins en moins d'importance à mesure que ma vie se remplissait de gens qui étaient vraiment là pour moi. Les retombées du coup d'éclat au mariage ne se sont pas produites d'un seul coup dans une grande vague cinématographique. C'était plutôt comme ces petites ondulations qui continuaient d'apparaître dans des endroits bizarres. Il y a eu la tante qui m'a prise à part à l'épicerie quelques semaines plus tard, juste entre les céréales et la soupe en conserve, et a dit à voix basse qu'elle était désolée d'avoir semblé si dure au déjeuner, qu'elle avait été embarrassée et effrayée et avait par défaut défendu le côté de la famille qui faisait le plus de bruit, mais que lorsqu'elle avait lu chaque page de ce dossier chez elle, elle s'était assise à sa table de cuisine et avait pleuré. Elle m'a dit qu'elle avait arrêté de suivre ma cousine sur cette application de réseau social et qu'elle était fatiguée de faire semblant de ne pas voir les schémas juste parce que c'était gênant. Et entendre cela n'a rien effacé, mais cela a fait se desserrer quelque chose dans ma poitrine pendant 1 minute. Une cousine qui avait toujours été collée au groupe de ma cousine m'a envoyé un message discret un soir disant qu'elle avait refusé une invitation à un barbecue chez eux parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise d'amener ses enfants près de quelqu'un qui pensait que les engagements des autres étaient un jeu et qu'elle ne voulait pas faire comme si tout allait bien juste pour que les photos de famille soient belles. Ma mère ne m'a jamais fait les grandes excuses larmoyantes que j'avais l'habitude de fantasmer, mais elle a commencé à faire ces petites choses presque maladroites, comme m'appeler juste pour demander comment s'était passée ma semaine sans immédiatement passer aux nouvelles du couple ou m'inviter à des événements où elle savait que ma cousine ne serait pas là. Mon père, qui était resté majoritairement silencieux pendant tout ça, a commencé à s'asseoir un peu plus près de moi lors des rassemblements, faisant de petites blagues stupides qui étaient clairement une tentative de me rappeler qu'il était de mon côté, même s'il n'avait pas su comment le montrer plus tôt. Et quand quelqu'un a essayé d'évoquer ma cousine devant moi un après-midi, il a posé sa fourchette et a dit très calmement que nous ne faisions pas ça aujourd'hui. Rien de tout cela n'a effacé les années passées à s'entendre dire d'avaler les choses pour le bien de l'harmonie familiale. Mais ces petits changements comptaient parce qu'ils signifiaient que je n'étais plus la seule prête à briser le scénario. Et pour une fois, le prix de dire la vérité n'était pas payé uniquement par moi. Quelque part dans toute cette lente reconstruction, il y avait un collègue,
un gars discrètement drôle qui travaillait dans un autre département et avait l'habitude de laisser de petites notes autocollantes avec des blagues sur la machine à café. Il en savait assez sur ma situation pour être prudent. Et il n'a jamais insisté, il a juste continué à être gentil de cette manière constante et non ostentatoire qui vous surprend. Un jour, après des mois de conversation et de pauses déjeuner occasionnelles, il m'a demandé si je serais ouverte à l'idée de dîner en dehors du travail, sans pression et sans attente. L'ancienne version de moi aurait peut-être trop réfléchi jusqu'à l'oubli, mais la nouvelle version meurtrie et guérissant lentement a pris une respiration et a dit oui, avec la mise en garde claire que je n'étais pas du tout prête pour quelque chose de sérieux. Il a dit que c'était bien, qu'il aimait juste ma compagnie et pensait que ce serait sympa de parler sans que l'horloge tourne. Lors de notre premier dîner, j'ai continué à attendre qu'un signal d'alarme surgisse, un signe qu'il était secrètement un aimant à KO. Et quand l'addition est arrivée, la seule chose que j'avais remarquée, c'était qu'il écoutait quand je parlais et ne bronchait pas quand je faisais une blague sombre sur les invitations de mariage. Je ne sais pas encore où cette histoire ira. Et honnêtement, ça me va. Pour la première fois depuis longtemps, ma vie ne ressemble pas à quelque chose qui m'arrive pendant que je suis occupé à nettoyer les dégâts. C'est quelque chose auquel je participe volontairement. Parfois, quand je suis à mon évier dans mon petit appartement à faire la vaisselle après le travail, je me surprends encore à jeter un coup d'œil à cet endroit où la bague se trouvait. C'est vide maintenant. J'ai finalement sorti la bague de la coupelle et je l'ai mise dans une petite boîte au fond d'un tiroir. Je ne l'ai pas jetée dans une rivière, ni fondue, ni vendue pour financer une réinvention dramatique. Je l'ai juste rangée parce que c'est une partie de mon histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. Si vous m'aviez dit quand j'avais 23 ans et que je marchais vers l'hôtel qu'un jour je gâcherais le mariage de mon propre ex-mari et déballerais son linge sale dans un micro, je vous aurais ri au nez et traité de folle. Mais nous y voilà. Je ne suis pas fier de chaque chose que j'ai faite. Et je sais que certaines personnes penseront toujours à moi comme à celle qui a fait une scène. Et honnêtement, c'est très bien. Ils peuvent garder leur petit récit bien rangé. Je garderai ma paix désordonnée, honnête et douloureusement gagnée. Et si cela fait de moi la méchante dans leur version, honnêtement, je peux vivre avec ça beaucoup plus facilement que je ne peux vivre en étant à nouveau mon propre paillasson.